Ça marche. Voilà, ça y est, ça marche. Alors, je vais vous demander de reprendre vos places. Et finalement, on n'arrive pas à rétablir la connexion Internet. Donc, plutôt de continuer à vous faire attendre, je vous propose de continuer. On va démarrer la séance qui sera donc enregistrée et mise sur Internet en différé. Voilà. Donc, on va débuter cette séance du conseil municipal du 31 janvier 2022. J'en profite, je pense que j'ai vu à peu près tout le monde, mais au cas où je ne l'aurais pas fait, j'en profite pour souhaiter mes meilleurs voeux à toutes celles et ceux qui sont présents dans cette salle, et bien sûr à tous les gens qui sont sur Internet et qui nous regardent aujourd'hui. À nouveau, tous mes bons voeux. Alors, on va commencer cette séance par l'appel. L'appel aujourd'hui va être fait par Cédric Giner. Et la gourde, vous avez remarqué qu'il y avait une petite gourde sur votre table. Eh bien, on est complètement dans une logique de développement durable, c'est pour éviter effectivement d'utiliser les bouteilles plastiques. Donc, des belles petites gourdes que vous pouvez ramener à la maison, vous pourrez remplir de manière à ce qu'il n'y ait pas de déperdition de plastique. C'est imposé par la loi d'ailleurs. Hervé Stassinos, Valérie Rialan, Jean-François Plane, Cécile Gomez, Jean-Michel Perratou, Bérénice Bonal, Jean-Claude Vega, Agnès Biasuto, Pascal Campins, Magali Vincent, Christian Garnier, Martine Clopin, Jacques Paganelli, Patrick Rouas, Serge Venet, Chantal Jauvert, Isabelle Roger, Jean-Marc Illich, Stéphanie Assionne, Éric Galliano, Graziella Piras, Thomas Michel, Marine Desideri, Émilie Roy, Denis Tindil, Armand Cabrera, Martine Cabot, Bernard Pézery, Éric Joffre, Marina Brondino, Valérie Pozzo di Borgo, Viviane Thiard. L'appel donc des présents est terminé. Nous avons le quorum largement même, donc nous pouvons débuter cette séance du conseil municipal du 31 janvier. Donc nous allons commencer par l'approbation du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2021. Est-ce qu'il y a des demandes? Pas d'intervention. On va donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention? Voilà. Qui est pour? Je vous remercie. Alors, les pouvoirs qui m'ont été donnés aujourd'hui, nous avons le pouvoir de Magali Vincent pour M. Perratou, le pouvoir de Marine Desideri pour Thomas Michel, le pouvoir d'Isabelle Roger pour Valérie Rialan et le pouvoir d'Émilie Roy pour moi-même, Hervé Stassinos. Nous allons donc pouvoir passer, après avoir validé le PV de la dernière séance, passer à l'ordre du jour en lui-même. C'est un ordre du jour sur lequel il n'y a pas beaucoup de points aujourd'hui, mais des points importants qui concernent notamment l'Europe. Et nous allons débuter avec le rapport d'orientation budgétaire de l'année 2022. Alors, comme vous avez pu le voir dans le document, avant de passer au détail des différents points, on est toujours dans une logique de maîtrise des dépenses, mais avec des recettes qui sont en baisse, en tout cas qui stagnent, par rapport à des coûts qui augmentent. Donc, si on regarde pour commencer la partie impôts et taxes, donc il y a eu la fameuse réforme de la taxe d'habitation. Donc, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient exonérées de droits. La réforme de la taxe d'habitation va se terminer en 2023 avec 100% des contribuables qui seront exonérés de la taxe d'habitation. Pour ceux qui en payent encore une, vous avez dû constater cette année qu'il y avait une baisse d'un tiers qui est arrivée en 2021. Il y aura un autre tiers en 2022. Et le dernier tiers aura lieu en 2023 pour une suppression totale de la taxe d'habitation. Concernant les taxes foncières, alors les taxes foncières restent inchangées à ce stade. Il faut savoir que donc il y a deux composantes du calcul de la taxe, des recettes fiscales, une partie sur la base et une partie sur les taux. Alors concernant la base, ça a été voté, l'augmentation de base a été votée à hauteur de 3,4% par l'Assemblée nationale pour 2022. Ça prend en compte un certain nombre de points qui font monter l'inflation. Donc c'est une décision qui a été votée par l'Assemblée nationale, qui est totalement en ligne
avec l'inflation qui se constate de jour en jour, on voit bien qu'il y a à la fois une reprise économique après l'épisode Covid, une grosse reprise économique qui est due au fait aussi qu'on était redescendu un petit peu plus bas, et ça remonte, un gros rebond de l'économie, un chômage qui baisse. C'est une bonne nouvelle, parce que le plein emploi, c'est un objectif, je pense, de tous les gouvernements, quels qu'ils soient, mais c'est aussi un signe annonciateur de reprise d'inflation et donc des coûts plus importants pour notre commune, mais pas seulement, pour le consommateur et puis pour les entreprises aussi. Donc, ça fait des années qu'on maîtrise les dépenses, on va continuer à le faire, mais nonobstant ces efforts qui ont été réalisés depuis maintenant 7 ans, on s'aperçoit que les recettes sont au mieux stables et au pire se dégradent. Et on a aussi la pénalité SRU, donc on s'est posé la question aujourd'hui, et comme vous avez dû le constater dans un certain nombre de communes qui nous entourent, que ce soit la Garde, que ce soit Carqueiranne, que ce soit la Valette du Var, que ce soit bientôt le Revest, ça sera certainement le cas aussi de la métropole. Il y a une conjoncture économique et une conjoncture fiscale qui oblige toutes les communes, on n'est pas les seuls, qui force les communes à augmenter les taux. Donc, à titre indicatif, je crois que la Garde a fait une augmentation de près de 3%. Carqueiranne va augmenter ses taux. Je vais laisser le maire de Carqueiranne annoncer de quel niveau, mais ça va être aux environs de 5-6%. La Valette, ça va être dans les mêmes eaux. Et concernant la ville du Pradet, ça sera une des discussions de ce rapport d'orientation budgétaire, on envisage d'augmenter les taux à hauteur de 3 points. Et je reviendrai dessus un petit peu plus tard. En tout cas, ça sera le fait marquant de cette présentation de Rob. Une augmentation de taux, c'est jamais anodin. On a réussi pendant tout le premier mandat, à ne pas le faire. Mais les contraintes dont je vais parler maintenant sont tellement fortes qu'on se voit dans l'obligation d'augmenter les taux. Alors, les dotations, c'est un des éléments importants concernant la commune. Une fois de plus, ce n'est pas que la commune du Pradet qui est touchée, ce sont toutes les communes environnantes et toutes les communes de France. On est particulièrement touché parce qu'il y a une disparition de la DSU, notamment, qui était une dotation de solidarité urbaine qui a disparu, qui était une grosse composante de la DGF. Mais de toute façon, on le voit sur le graphe qui est à votre disposition. On voit qu'on est passé à un niveau de DGF qui était de 2,4 millions pour atteindre un peu plus de 1 million, 1,2 million maintenant. C'est une perte considérable de DGF qui, cumulée sur un mandat, représente à peu près, de façon cumulée, 8,5 millions d'euros. 8,5 millions d'euros. C'est probablement le montant qu'on sera amené à endetter la commune. On sera obligé de faire un emprunt pour financer notamment l'école Marcel Pagnol. Et je pense qu'on retrouve simplement cet emprunt dans ces 8,5 millions. C'est vrai que cette baisse de DGF, elle contraint la commune, notamment à emprunter. J'y reviendrai aussi. Alors on le voit, la dotation de DGF, c'est vraiment l'élément qui a perturbé les finances de la commune. Alors ensuite, on passe à la taxe additionnelle sur les droits de mutation. Ça, c'est les fameux, ce qu'on appelait de façon totalement fausse les droits de notaire. C'est en fait des droits de mutation dont une partie va à la commune. On voit qu'on a eu une année 2020 qui était très forte. C'est lié essentiellement à une vente exceptionnelle. C'est lié aussi au fait que le prix de l'immobilier a bien monté. Donc et puis le niveau de transaction est très important. Donc la conjonction de tous ces facteurs fait que la taxe sur les droits de mutation est assez élevée. Mais enfin, ça peut bouger dans le temps. Il peut y avoir, on parlait d'inflation tout à l'heure, une hausse des taux. Ça peut amener à faire baisser le prix de l'immobilier parce que les gens ont du mal à emprunter, donc ils ont du mal à acheter. C'est une ressource qui est assez volatile. Donc on la met avec prudence en 2022, à hauteur de 900 000 euros à peu près. Alors, concernant le fonds de péréquation intercommunale et communale, on le met en légère baisse de façon prudentielle. Donc, il sera toujours à hauteur de un peu plus de 150 000 euros. Ensuite, il y a la dotation de solidarité communautaire qui devrait rester identique ou qui sera peut-être supprimée. Ça va être décidé dans les mois qui viennent dans le cadre du pacte fiscal avec la métropole. Mais si c'est supprimé en tant que tel, ça sera remplacé de toute façon par d'autres moyens pour aider les communes. La métropole a toujours été à nos côtés, comme le département, comme la région. Je le répète, c'est vrai à chaque fois, lorsqu'on présente des robes ou que l'on présente les budgets, on est bien aidé, on travaille très bien avec l'ensemble des collectivités partenaires et ça nous aide à réaliser un certain nombre de projets sur lesquels on sera peut-être amené à discuter d'ailleurs aujourd'hui. Alors, je vous ai parlé des recettes et de la baisse significative des recettes dans pas mal de domaines. Concernant les charges, alors vous pouvez le voir sur le graphique, les charges à caractère général, elles correspondent au fonctionnement des services, avec une baisse
un peu spécial en 2020, tout le monde peut le comprendre, lié à la crise du Covid. Une reprise en 2021 et en 2022, toujours de façon prudentielle, même si ça continue à être très maîtrisé. On prévoit une légère augmentation de cette charge à caractère général, notamment due aux différentes inflations qui nous sont répercutées. On le voit d'ailleurs quand on passe des marchés ou qu'on fait des devis, on voit des coûts qui s'envolent dans un certain nombre de domaines concernant les charges à caractère général. C'est vrai aussi, vous le constatez peut-être, quand vous allez faire vos courses, quand vous achetez les matériaux de construction, on voit que les coûts se sont envolés de 10, 15, parfois 20%. On espère que ça va un peu se calmer, mais enfin, on n'en prend pas le chemin. Concernant le personnel, là c'est pareil, on est toujours dans la maîtrise des coûts de personnel. Ça se voit sur le graphe de la même façon. Depuis 2019, en 2019, on était à 7 millions. On va être, cette année, on prévoit d'inscrire dans le budget 7,5 millions. Mais comme ça avait été l'année dernière, on avait inscrit aussi un chiffre à 7,4 millions et en fait, on a fait 7,1 millions. Là aussi, on applique des principes de prudence qui font qu'on a tendance à minimiser les recettes et à maximiser les dépenses. Ceci étant, concernant le poste 012, on sera peut-être amené à l'augmenter de façon plus réelle cette année pour plusieurs raisons. D'abord, il y a pas mal d'obligations qui vont s'imposer cette année à nous, notamment la revalorisation des catégories C, le fameux GVT, l'inflation aussi qui va se répercuter partiellement sur les agents, les compléments de rémunération en NBL, donc c'est pareil, NBI, pardon, c'est aussi une contrainte qui est imposée par l'État au profit des agents. Écoutez, c'est comme ça. Ça va faire monter le 0,12 en 2022, mais on va tout faire pour continuer à le contenir. Il y a aussi des agents qui vont partir en retraite, et notamment sur les fonctions support. Et afin de préparer dans les meilleures façons possibles le départ en retraite de certains de nos agents, on va être contraint d'embaucher des gens cette année de manière à faire un tuilage pendant 6 mois, 9 mois, notamment sur des fonctions support. Je pense notamment à la finance, au RH ou d'autres secteurs qui sont des sujets très délicats et sur lesquels on ne peut pas se permettre d'avoir une discontinuité de service. Voilà. Et vous avez, concernant le 012, le fameux tableau des effectifs qui donne une image à l'instant T. Alors, l'éternelle question tous les ans, c'est est-ce que ça a augmenté, est-ce que ça a baissé? Non, les effectifs sont stables. Je rappelle que le tableau des effectifs au 1er janvier, c'est simplement une photo à l'instant T. On prend une photo dans 6 mois, ça ne sera pas la même, mais les effectifs sont stables. Voilà, pour les RH. Après, il y a un certain nombre de tableaux qui vous récapitulent, comme la loi nous l'impose, les répartitions hommes-femmes en termes d'âge, en termes de catégorie A, B et C, qui vous donnent un détail sur la répartition des effectifs au sein de la collectivité. J'en profite pour dire que sur la partie notamment charges, on a aussi réintégré le budget des écoles dans les charges. Donc on a diminué la partie budget des écoles, mais en fait on a augmenté le poste équivalent dans le budget. Alors ensuite, les attributions de compensation, on avait une légère augmentation en 2020. Vous savez, on l'avait vu lors du précédent budget qu'il y avait une clause de revoyure lorsqu'on est passé en métropole. Donc cette clause de revoyure a été actée en 2021. Elle a abouti à constater qu'en fait, on avait peut-être un petit peu minimisé les coûts concernant les services de la commune. Donc on a réajusté, en discutant avec nos collègues de la métropole, on a réajusté une AC pour qu'elle soit plus en phase avec la réalité des coûts et des recettes qu'on a transférées à la métropole dans le cadre du passage en métropole de TPM. Ensuite, les autres charges de gestion courante. Là, c'est pareil, toujours pareil, on est dans la maîtrise de ces autres charges, à un niveau compris entre 800 et 1 million, et on l'inscrit pour 2022 à 900 000 euros. Alors ensuite, le sujet qui fâche, les fameux prélèvements SRU. Vous savez qu'en décembre 2020, l'État a prononcé une majoration de 400%, je crois qu'on fait partie des communes les plus impactées en France, une surpénalité de 400% concernant la loi SRU. Alors, ce qui nous sauve, c'est qu'en fait, la pénalité SRU, elle est capée, elle est plafonnée à 5% des dépenses réelles de fonctionnement. Mais c'est quand même, la peine est quand même lourde pour notre commune, puisque ça représente près de 600 000 euros par an. 600 000 euros par an, c'est considérable. Sur un mandat, c'est 4 millions d'euros. Donc, quand on ajoute les 4 millions d'euros aux 8 millions de DGF, ça fait 12 millions d'euros sur un mandat. C'est le prix d'une école. Voilà. Donc, le prélèvement SRU s'est accentué. Les premiers vrais effets, c'est en 2021, puisqu'il y a une année de décalage. Donc, en 2021, on a payé une pénalité assez lourde sur la loi SRU. C'est de l'argent qui disparaît de la commune. C'est vraiment de l'argent, c'est 600 000 euros qui disparaissent de la commune. Et en fait, l'augmentation de 3 points des taux
permet de gommer cette pénalité SRU à hauteur de 600 000 euros. Donc il n'y a pas de secret. 600 000 euros de pénalité SRU, 600 000 euros de récupérer sur la taxe foncière. Alors concernant l'épargne brute et la dette, on vous a fait 2 simulations. Une première simulation sans augmentation des taux et une deuxième simulation avec l'augmentation des taux. On voit que si on ne monte pas de 3 points les taux de taxe foncière, on s'aperçoit que notre épargne diminue. Et une épargne qui diminue, c'est l'incapacité pour la commune de faire ses projets structurants, notamment et principalement l'école Marcel Pagnol, dont tout le monde se reconnaissait à dire pendant la campagne qu'il fallait la reconstruire. Alors écoutez, on assume le fait de reconstruire une école, c'est important pour nos enfants, mais ça coûte cher, donc ça demande un effort complémentaire à la commune. Et la deuxième simulation, c'est avec les fameux 3 points de fiscalité supplémentaires, une projection qui permet de récupérer, pas complètement en 2020, mais qui permet de récupérer une partie de l'épargne brute que nous avions été capables d'alimenter en 2020. Donc ce n'est pas parfait, il y a quand même une légère baisse, mais on amoindrit la baisse de l'épargne. Voilà, concernant notre niveau d'épargne brute. L'épargne brute, c'est vraiment le curseur qui indique la bonne santé de la commune. Ça et le niveau de dette, bien sûr. Et l'épargne, c'est ce qui permet d'investir, c'est ce qui permet de rembourser une dette éventuelle qu'on est obligé de contracter pour lancer des projets structurants. Et on est vraiment sur cette ligne de dynamique. Concernant la dette, puisqu'on parlait de la dette, on a continué à désendetter la commune en 2021. On a désendetté à hauteur de 800 000 euros. On a été contraint d'emprunter à hauteur de 500 000 euros, notamment parce que vous savez qu'on a acheté le foyer logement. Donc il m'a semblé pertinent de faire un emprunt pour financer un investissement sur le long terme qui, au final, compte tenu du taux d'emprunt, on est à 0,85% sur 25 ans, qui en fait est moins coûteux que ce qu'aurait coûté un loyer à continuer à verser avec VAR Habitat. Et en fait, il y a un certain nombre de travaux qui vont être nécessaires pour remettre aux normes le foyer logement, mais l'acquisition du foyer logement plus les travaux qui sont prévus vont être compensés. Alors, il y a une partie qu'on a payée en cash quand même sur le foyer logement, mais pas tant que ça, 150 000 euros. Et le reste, c'est payé par la dette. Et le niveau de remboursement des annuités et du capital vont être couverts par le loyer qui va être versé par le foyer logement. Voilà, donc on enrichit le patrimoine. Et en même temps qu'on enrichit le patrimoine de la commune, on remet aussi un bâtiment aux normes. Et ce bâtiment n'était plus aux normes depuis pas mal de temps, que ce soit au niveau des réseaux d'eau qui fuyaient, au niveau de l'électricité. Donc je pense qu'on va être capable d'offrir un meilleur niveau de service à nos aînés. Voilà, l'emprunt de 500 000 euros, j'en ai parlé tout à l'heure. On a remboursé 800 000, on a emprunté 500 000. Donc le solde est négatif de 300 000 euros. Donc on a continué à désendetter la commune. À partir de 2022, la tendance va certainement s'inverser en fonction de la façon dont les différents projets d'investissement vont se faire, notamment Marcel Pagnol, qui va vraiment être la plus grosse source de financement nécessaire d'ici à la fin du mandat. Donc on sera appelé à faire des emprunts tous les ans pour couvrir les investissements nécessaires pour refaire notre école Marcel Pagnol. L'attribution de compensation d'investissement, j'en ai parlé tout à l'heure concernant le fonctionnement. Là, c'est sur l'investissement. Elle va être légèrement... Elle va être stable, voilà. Et les dépenses d'investissement qui sont là, 2021-2022, on prévoit un niveau d'investissement en 2022 qui va être équivalent à celui de 2021, avec pas mal d'investissements. Je pense que vous en connaissez déjà un certain nombre, on pourra en parler tout à l'heure. Et puis, je vais finir avec le budget annexe de la Régie des transports. J'en profite pour vous annoncer qu'il y a un beau bus qui a été acheté, qui va permettre aussi de transporter nos enfants en toute sécurité. Voilà, donc c'est un nouveau bus qui a été acheté aux normes modernes, ce qui fait du bien. Ça permet aussi de gagner sur les travaux qui sont à faire sur les anciens véhicules. Voilà, je crois que j'ai essayé de vous faire une présentation aussi exhaustive que possible du ROB. J'en profite pour dire qu'il y a un certain nombre de projets. J'en ai parlé, le foyer logement, j'ai parlé de l'école Marcel Pagnol, dont les travaux ont commencé, au moins les études vont commencer cette année. Et beaucoup d'autres projets qui sont des projets communaux. J'en profite aussi pour dire qu'il y a pas mal de projets qui vont être menés soit par le département, soit par la métropole, avec le concours soit de l'État, soit de la région, et notamment sur les projets métropolitains. Il y en a certains qui vont aussi démarrer cette année. Alors j'ai parlé de l'école Marcel Pagnol, donc ça c'est parti, les études sont parties, les études géologiques sont parties. Il y a le concours d'architecte qui va partir dans les mois qui viennent.
Il y a 2 autres projets qui ont démarré, qui sont des projets assez importants, que vous allez voir dans les mois qui viennent. Le premier projet, c'est un projet qui est porté par la métropole et qui concerne le réseau d'assainissement de la commune, puisque tout le réseau d'assainissement qui va Général Brosset jusqu'à la bâtie va être refait avec une grosse pompe pour que les contraintes d'assainissement soient mieux prises en compte. Et on va en profiter pour enfouir toutes les lignes aériennes qui subsistent sur l'avenue Général Brosset. Donc ça va permettre d'embellir cette entrée de ville, d'autant plus que le département travaille sur un projet au pont de la Clue, où là aussi on sera capable d'améliorer le fonctionnement à la fois du pont de la Clue et l'esthétique de la sortie ouest du Pradet. Donc c'est un projet qui devrait commencer en avril, toujours conduit en collaboration avec la métropole. Il y a tous les bâtiments qui sont autour de la cave vinicole qui vont être détruits dans le premier semestre. Je pense que c'est annoncé pour avril. Un autre projet qui va être lancé par la métropole, qui devrait partir en septembre, c'est le projet de piste cyclable, qui est en réalité plus qu'une piste cyclable, puisqu'on va profiter pour requalifier toute la rue qui descend jusqu'à la Garonne et puis faire une belle arrivée sur le quartier de la Garonne. Et puis il y a aussi le projet de ressourcerie qui arrive, dont je serai certainement amené à parler au cours de nos échanges. Voilà, je pense que j'ai assez parlé, je vous ai présenté assez de choses. Si vous avez des questions, j'imagine que vous en avez beaucoup, je vous laisse nous les poser. Jean-Michel Perratou est à côté de moi pour tenter de répondre à vos questions qui seront comme d'habitude pertinentes, je n'en doute pas. La parole est à la Défense. Monsieur Pézry, je vous en prie. Oui. Alors, si vous permettez, je vais enlever mon masque parce que c'est assez compliqué de parler avec le masque. Donc, j'ai écouté avec attention votre intervention, alors, qui fait état de recettes minorées parce qu'on craint l'avenir, de dépenses majorées parce qu'on craint l'avenir. Donc, et à partir de cet axiome de base, on arrive à proposer des augmentations qui, à notre sens, n'ont pas lieu d'être. Vous avez parlé d'augmentation de la taxe foncière, en prenant comme exemple des communes de la métropole. J'irai un peu plus loin que la métropole. Vous allez sur la Londe avec quelqu'un que vous connaissez bien et qui a affiché aujourd'hui qu'il n'augmenterait pas ses taxes et qu'il ferait des choix différents par rapport à ses engagements financiers, ses engagements de campagne. Ce qui nous dérange, c'est que globalement, vous avez une DGF qui est stable pour 2022, puisque vous le dites dans vos propos. Vous avez donc une taxe d'habitation et avec une péréquation qui est compensée à l'euro près, donc vous ne perdez pas d'argent. Ce qui nous dérange, et ce qui me dérange encore plus, c'est que vous justifiez votre augmentation de 3 points, non pas pour des raisons, on va dire, importantes pour la commune, mais tout simplement en disant que ça correspond à la quasi-totalité de la pénalité SRU. Donc je suis déjà intervenu ici concernant cette pénalité. Je suis déjà intervenu ici pour affirmer que le taux qui est imposé à la commune de 20 voire 25%, comme dans la plupart des communes de France, comme dans la plupart des communes d'agglomération, ce taux est difficile à atteindre, voire inatteignable. Donc là, j'ai aucune ambiguïté là-dessus. Par contre, la pénalité SRU, si elle est aujourd'hui à ce taux-là, c'est bien par un choix politique de vous-même et de votre équipe, puisque, sauf erreur de ma part, il y a encore 3-4 ans, la pénalité était à hauteur de 300 et quelques mille euros. Et on est bien d'accord que cette pénalité est indexée sur le nombre de productions de logements sociaux vis-à-vis d'un engagement de plan triennal à travers le PLH. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une rupture de volonté, une rupture de production. Et cette volonté qui a été alimentée depuis le début de la loi qui demande des logements sociaux, vous l'avez rompue vis-à-vis de l'État, en arrêtant cette production qui était une production un peu vertueuse de 30 à 40 logements par an. Donc vous avez donc mis en défaut la commune par rapport à ça. Et aujourd'hui, vous justifiez votre augmentation de 3 points, et non pas 3%, pour compenser la quasi-totalité de la SRU. Cette augmentation, aujourd'hui, elle est complètement antagoniste par rapport à ce qui se passe pour tous les foyers.
Aujourd'hui, les foyers, on en parle tous les jours, que ce soit dans la presse écrite ou dans la presse à la télévision, le pouvoir d'achat des Français. Le pouvoir d'achat des Français est un sujet important, dramatique pour certains. Et aujourd'hui, bon nombre de concitoyens et bon nombre de citoyens au niveau du Pradais ont déjà des difficultés. Et vous osez dire, excusez-moi, ce terme osé, à partir du moment où l'État fait cadeau de la taxe d'habitation aux Pradétans, ben je peux bien leur en reprendre dans la poche, puisque malgré tout, le contribuable resterait gagnant de près de 700 €. Donc aujourd'hui, je trouve ça un peu délicat, voire désobligeant par rapport aux Pradétans, d'entendre dire ben, l'État a fait l'effort de vous supprimer la taxe d'habitation, à terme en 2023. L'État a fait l'effort de compenser la taxe d'habitation auprès des communes, en récupérant une taxe qui émanait du département. Ben, bon, l'État vous a fait quelques cadeaux, mais moi j'en prends un petit peu parce que j'ai besoin de ça dans mon budget. Donc je trouve ça un peu désolant par rapport à la vie de chacun aujourd'hui et par rapport au pouvoir d'achat. Concernant des charges à caractère général, 14%. Vous dites qu'en 2020, il y a eu une décroissance, j'ai plus le terme exact, une décroissance exceptionnelle, un ralentissement exceptionnel, pardon, moins 13%. En 2021, vous dites il y a eu une augmentation, mais c'est une reprise normale de l'activité, donc plus 7%. Donc entre les deux, il y a 6% qui se baladent, qui n'ont pas été dépensés, qui étaient programmés, qui étaient provisionnés. Et aujourd'hui, vous prévoyez 14% d'augmentation. Ça non plus, on ne le comprend pas. Parce que les coûts d'énergie peuvent être compensés d'autre façon. Les coûts d'énergie, vous pourriez faire comme bon nombre de communes délibérer sur une demande de dotation énergie, comme cela se fait pour les particuliers. Bon nombre de communes ont délibéré en France pour interpeller l'État par rapport à ça. Ça serait peut-être une revalorisation de la DGF, je ne sais pas, mais il y a d'autres façons de demander. Pardon. Donc, nous trouvons que cette augmentation, là aussi, est démesurée par rapport aux besoins que vous exprimez. Ensuite, les charges de personnel. Dans les charges personnelles, donc une augmentation de 5,2%. Alors, j'entends la volonté de tuilage qui peut être importante pour certaines catégories, je ne le nie pas. Mais 5,2%, ça fait beaucoup. La GVT, elle a toujours existé, la NBI a toujours existé. Je pense que la GVT d'il y a quelques années n'est plus la même que celle d'aujourd'hui, parce que, sauf erreur de ma part, mais la population d'emplois municipaux a rajeuni. Donc la GVT n'est pas du tout la même. Ce qui me gêne, c'est que vous laissez aussi apparaître une incidence de cette augmentation sur la crise sanitaire. Bon, sauf erreur de ma part, mais je me trompe peut-être, je ne suis pas un spécialiste. Mais soit vous êtes comme ça s'appelle Covid, soit vous n'êtes pas Covid. Si vous êtes Covid, vous pouvez être en télétravail, vous ne pouvez pas l'être, vous êtes pris en charge par la CPM. Donc je ne vois pas une justification pleine et entière dans cet argument-là par rapport comment ça s'appelle, à l'augmentation de ces 5,2%. Et donc ensuite, je reviens à la loi SRU, donc, puisque vous l'avez annoncé, donc 600 000 €, bon, plafonné à 5%, parce qu'on n'est pas une commune dite riche, donc on a échappé aux 7,5%. Mais il me semblait que vous aviez prévu en 2022 de verser une somme de 600 000 € dans le cadre de production de logement à l'entrée du Pradais, et que 600 000 € venaient en compensation des 600 000 que vous auriez dû payer, donc ça faisait quasiment une ardoise à zéro. Voilà. Donc vous comprendrez l'étonnement et vous comprendrez le vote qui sera contre ce ROP de notre groupe. Je vous remercie. Ça m'aurait surpris que ça se passe autrement. Bon, alors écoutez, vous avez abordé plusieurs points. C'est un rapport d'orientation budgétaire et le débat doit avoir lieu, donc on en profite. Il y a pas mal de points qui ont été abordés. Je ne vais pas peut-être revenir sur chacun des points. Concernant la taxe foncière, taxe d'habitation, si vous revenez sur la page 2, on a fait l'effort de faire un tableau. Si on prend la valeur, alors on a pris comme année de référence 2019 et on s'est projeté dans 2023.
sur une valeur locative, on a fait des calculs avec une valeur locative moyenne au Pradet. Et on a appliqué le taux communal. Donc le taux communal aujourd'hui de 42,97 et le taux à terme de 46%. Donc la taxe payée concernant, si on reste sur 2019, sur une valeur locative moyenne, sur la taxe foncière, la taxe qui était due était de 1004 euros. Concernant la taxe d'habitation était d'une valeur de 800 euros. Ce qui faisait un total de 1800 euros. Si on se projette en 2023, la taxe payée avec un taux de 46% passe à 1127 euros au lieu de 1000 euros. Ça fait une augmentation de 127 euros. Concernant la taxe d'habitation qui est complètement supprimée, on passe de 800 euros à 0 euros. Si on fait le total taxe foncière plus taxe d'habitation, en 2019, je rappelle, sur la valeur locative moyenne, on était à 1806 euros. En 2023, le même contribuable avec la même valeur locative moyenne passera à 1127 euros. Ça fait une baisse de 650 euros de taxe locale, quoi qu'il arrive. Donc, le contribuable est gagnant. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez le constater si vous ne l'avez pas fait. J'ai discuté avec un des prédictants qui est présent dans la salle aujourd'hui. Je lui ai dit qu'il pouvait regarder à nouveau son avis d'imposition sur la taxe d'habitation. Il a forcément baissé d'un tiers cette année. Donc il y a eu un tiers en 2021, il y aura un deuxième tiers en 2022, il y aura un troisième tiers en 2023 qui fera disparaître complètement la taxe d'habitation. Donc il y a un vrai gain de pouvoir d'achat de la part du contribuable. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres points qui ont été évoqués. Pour finir sur les taux, je vous le dis une fois de plus, ce n'est pas que la commune du Pradet qui l'ont fait, c'est toutes les communes environnantes, et notamment les communes qui sont carencées. Et je trouve que la commune dont vous parliez tout à l'heure, elle n'est pas carencée, elle n'est pas soumise à la loi SRU. Donc elle n'a pas cette contrainte, elle. Donc c'est une contrainte qui s'impose en priorité aux communes qui sont carencées et qui sont sous le boisseau de la pénalité SRU qui a été en surpénalité. Vous dites que la pénalité SRU est fonction. Alors il y a pas mal de choses qui rentrent dans le calcul, mais grosso modo, c'est la pénalité est calculée sur le nombre de logements qu'on a par rapport au nombre de logements qu'on devrait avoir. Mais la surpénalité, c'est un choix de la préfecture. Donc de passer de 300, pour faire court, de 300 à 600 000 euros, c'est une décision préfectorale de 2020. Avant, il y avait 300 000 euros. Voilà. Et on a été carencé et on a été pénalisé trop fortement. Alors, je vous rappelle quand même qu'il y a des projets qui avaient été présentés sous la précédente mandature, dont certains dossiers ont été refusés par la préfecture, parce qu'ils ne convenaient pas à un certain nombre de critères, notamment des critères environnementaux. On ne s'est pas battu non plus. La préfecture nous a envoyé un petit document nous demandant de retirer les permis. On l'a fait systématiquement. On a depuis construit des logements. Alors, est-ce qu'on est sur un rythme de 20, 30, 40 logements? Moi, avec mon équipe, on n'est pas dans une logique de satisfaire aux diktats du gouvernement en matière de loi SRU. On est dans la logique d'aménager le territoire de façon raisonnée, d'accueillir des nouveaux habitants à la mesure de ce que nos infrastructures peuvent accueillir, et puis surtout en fonction du foncier qui est disponible. On ne va pas accélérer la cadence, on ne va pas défigurer la commune pour une loi qui n'a tellement peu de sens que même le gouvernement aujourd'hui est en train de la modifier et de faire une loi qui s'appelle la loi 3DS, qui va aboutir, je l'espère, à être beaucoup plus raisonnable sur la nécessité et sur le besoin de construire des logements. Tout le monde convient autour de cette table de la nécessité d'aider les publics les plus en difficulté, mais pas à n'importe quel prix, et certainement pas au prix de défigurer la commune. C'est ce à quoi je me suis engagé, et c'est ce que je respecterai dans les années qui viennent. Donc oui, la production de logements, oui, vous l'avez évoqué. 600 000 euros qui ont été versés dans un premier temps pour le projet au lieu de l'ancienne police municipale. D'ailleurs, on a reçu l'agrément en début d'année. Voilà, c'est un projet qui va démarrer soit fin d'année, soit en 2023 pour construire des logements. D'ailleurs, ça sera 100% de social parce qu'il y aura une partie en BRS, une partie en locatif social. Donc, c'est un projet qu'on accompagne, qu'on va financer. Quand vous dites l'ardoise, elle est de zéro, ouais, enfin, c'est quand même 600 000 euros qui partent des caisses de la commune, quoi. Que ce soit du fonctionnement, d'investissement, je ne comprends pas ce raisonnement qui consiste à dire « Ah, bah, c'est 600 000 euros, c'est de l'investissement, c'est pas du fonctionnement, donc tout va bien. » Non, tout va mal. Tout va mal. Tout va mal, monsieur Pézry. Quand on nous prend 600 000 euros par an sur 6 ans, et que ça représente 4 millions d'euros, et que sur 2 mandats, ça fait près de 10 millions d'euros, ça va mal. Il faut récupérer cet argent pour
pour les infrastructures. Cette école, il faut la faire, il ne faut pas la faire. S'il faut la faire, comment est-ce qu'on la finance? Par l'emprunt, mais il faut le rembourser l'emprunt, ce n'est pas de l'argent gratuit. Donc il faut de l'argent, c'est pas pour nous, c'est pour les gamins, c'est pour refaire une école. Et tous ceux qui se sont présentés aux dernières élections, ils proposaient tous de refaire l'école Marcel Pagnol, et ils avaient tous besoin d'emprunter pour le faire. Et à un moment, l'emprunt, il faut le rembourser. Il y a des annuités, il y a du capital, de l'intérêt à rembourser, il faut le faire. Donc on n'a pas le choix. Donc la pénalité SRU, c'est une vue de l'esprit de dire que parce qu'on fait 600 000 euros par an d'investissement, c'est 600 000 euros de gagné. Non, c'est 600 000 euros que la commune perd. Ce n'est pas de l'argent qui est injecté dans la commune. C'est 600 000 euros qui part au profit des bailleurs sociaux à qui on permet d'équilibrer leur budget. Ce sont des choix politiques, c'est comme ça, c'est la loi. D'ailleurs, la loi est tellement mal faite qu'ils sont en train de la changer. Vous l'avez vécu, M. Pézry, vous aussi, cette loi triennale qui est mal faite, qui nous oblige à s'engager sur 3 ans sur les programmes qui sont impossibles à tenir, à nous faire payer des surpénalités qui sont insupportables pour nos communes, qui visent à nous faire défigurer nos communes. On n'en veut plus de tout ça. En tout cas, moi, j'en veux plus. Ensuite, on a parlé de l'énergie. Alors l'énergie, oui, on a fait beaucoup d'efforts sur l'énergie. On est en train de passer bâtiment par bâtiment pour faire de la rénovation énergétique, pour consommer moins. C'est là la source d'économie aussi. Et d'ailleurs, on est aidé à chaque fois par la métropole, par la région, par l'État, pour poursuivre cette dynamique en faveur de moins gaspiller, moins dépenser. Puis après, il y a pas mal de sujets qui ont été évoqués. Je vais peut-être finir avec le Covid, le personnel, les frais de personnel. Alors, moi, je veux bien faire du télétravail, mais quand on est dans une école, qu'on s'occupe des gamins en périscolaire ou autre, il faut être là. Il faut faire l'accueil, la cantine. Donc, quand c'est arrivé il y a une semaine ou 15 jours, on est arrivé un lundi matin, il n'y avait plus personne pour tenir. On a appelé en urgence des gens pour remplacer. Donc, quand on ne peut pas faire de télétravail, il faut remplacer. Donc, on remplace. Quand on fait de l'accueil au public, ça ne peut pas se faire en télétravail. Donc, je comprends, vous êtes dans l'opposition, vous utilisez des raccourcis un petit peu simples, trop simples peut-être. Mais la réalité, c'est celle qu'on vous explique. On a fait la démarche sur le premier mandat de bien gérer la commune. On continue sur le deuxième mandat à bien gérer la commune. Voilà, c'est ce qu'on a expliqué dans le ROB. Madame Thiard, vous vouliez prendre la parole peut-être? Ah, Madame Thiard? En fait, Monsieur Pézry a posé les questions dont je voulais poser. Vous y avez répondu. Je vais laisser la parole à Monsieur Pézry. Alors, Monsieur Pézry, allez-y. Merci, Monsieur Sassidos. Alors, il y a 2 solutions. Excusez-moi cette expression, où je suis un véritable imbécile et je ne comprends rien. Ou Monsieur Sassidos fait de la démagogie, ce qui est rare pour lui. Alors, vous m'avez dit déjà que les communes qui augmentaient leur taux étaient des communes carencées. On est d'accord? Vous l'avez dit. Ça veut dire que la Garde que vous avez annoncée est une commune carencée. Vous avez dit que la Garde augmentait de 5 à 6%, la Vallée de 3%. Vous l'avez dit. C'est enregistré, donc on le retrouvera. Le pouvoir d'achat. Oui, le pouvoir d'achat, les Pradétans, les Français gagnent en pouvoir d'achat parce que l'État a diminué la taxe d'habitation pour l'annuler. Les zéros que vous faites afficher dans le tableau vont bien vous être compensés. Bon, alors je ne comprends rien, puisque l'État a dit qu'il compensait la taxe d'habitation. Donc la prochaine perte de quelques centaines d'euros va être compensée par l'État. Donc vous ne perdez pas d'argent. Concernant les 600 000 euros et le SRU. Alors j'ai eu cet honneur d'être maire. Il y a eu d'autres maires avant moi, il y en a d'autres après moi. Mais vous laissez entendre que tous les maires qui ont répondu à une attente, non pas d'un diktat de gouvernement, mais de quelque chose qui permettait de répondre à des besoins de Pradétans, de Toulonnais, de Valettois, de Gardéens, chacun de son territoire, qui permettait de créer des mixité sociales, qui permettait d'accueillir les gens qui étaient dans la difficulté. Vous n'êtes pas censé ignorer aujourd'hui que les loyers dans le privé sont exorbitants, que de plus en plus de familles demandent du logement social, et quand vous connaissez les seuils qui sont dans les PLUS et ainsi de suite, vous voyez bien que le taux de ces seuils est important par rapport à un couple qui travaille. Donc vous avez des personnes qui peuvent rentrer dans des logements sociaux aujourd'hui, qui à 10-15 ans ne pouvaient pas rentrer tellement le seuil était bas. Donc ce n'est pas de la démagogie que je fais. Vous me prenez pour un imbécile peut-être, mais ce n'est pas la démagogie. Je parle sincèrement par rapport à ces logements sociaux. Je ne pense pas que les maires qui ont été avant vous ont défiguré le Pradé. Ils ont accompagné le Pradé.
Vous, c'est votre position, faites de la démagogie, vous dites moi, je défends, moi ci, moi là. D'accord, c'est votre débat de tous les jours, c'est votre constante depuis des années. Tant mieux pour vous, tant mieux si les présidents vous croient, et tant mieux si votre équipe vous accompagne là-dedans. Ce n'est pas un problème, ça fait partie de votre engagement municipal. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, ces 600 000 euros, ils pourraient être moins élevés si à un moment donné, vous n'aviez pas fait une rupture au niveau de la chaîne qui était créée entre l'État, les bailleurs et la commune. Par ailleurs, je vous signale que 600 000 euros, je ne dis pas que c'est l'argent qui n'est pas perdu pour la commune. Vous vendez du patrimoine, puisque vous vendez du terrain à 1,2 million, et vous réinjectez ça pour compenser un choix politique que vous avez fait. Pour votre information, les 600 000 euros, ce n'est pas pour renflouer les caisses des bailleurs, c'est pour permettre de la création de logements sur d'autres territoires. Donc on pourrait le faire chez nous et 600 000 euros ne seraient pas perdus. Je vous remercie, monsieur le maire. D'abord, je ne vous prends pas pour un imbécile. Je ne l'ai jamais ni évoqué, ni dit, ni pensé. Donc loin de moi cette idée. Ensuite, la loi SRU, on peut en parler pendant des heures et des heures. C'est juste que la loi, elle est totalement inadaptée et elle force beaucoup de communes à construire de façon irraisonnée. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une loi qui est en cours d'écriture, qui est passée au Sénat, qui est passée à l'Assemblée, qui a fait l'objet de nombreux amendements. Je pense qu'elle ira jusqu'au bout. C'est la loi 3DS qui va permettre de mettre un peu moins de pression sur les communes. Donc oui, quand on met 600 000 euros, c'est pour équilibrer les comptes des bailleurs sociaux. Ce n'est pas pour autre chose. On équilibre les comptes des bailleurs sociaux qui sont en déficit. Voilà. Donc ce n'est pas de l'argent, c'est de l'argent qui sort de la commune, qui ne va pas dans les projets d'infrastructure de la commune. Je le dis, je le répète. Alors, et après, vous amenez de l'eau à mon moulin, puisque vous dites qu'il y a des communes qui ne sont pas carencées, qui augmentent leur taux. Je ne vous ai pas dit autre chose. Ce que je vous dis qu'il y a même les communes qui ne sont pas carencées augmentent leur taux. Il y en a qui n'arrivent à pas le faire, tant mieux pour elles. Mais celles qui sont carencées, c'est encore plus en difficulté que celles qui ne le sont pas. Donc j'ai cité un certain nombre de communes. Je sais pas trop je sais un peu moins ce qui se passe à l'ouest, mais j'ai posé la question à mon ami Ange Musso. Il va certainement aussi le faire. Donc c'est pas une exception. Toutes les communes, beaucoup de communes le font. Enfin, il y a plein d'articles tous les jours dans tous les journaux qui expliquent que les taxes foncières sont augmentées un petit peu partout. Voilà. Après, vous dites la compensation à l'État. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça a fatigué tout le monde, mais quand on reçoit les avis sur les compensations, comme par hasard, il en manque toujours un peu. Alors c'est 20 000 par-ci, 50 000 par-là, mais au final, quand on fait des additions, il en manque toujours un peu, quoi. Donc les compensations à l'euro près, on ne les voit pas beaucoup, et il y a toujours, c'est normal, ils sont très intelligents, il y a toujours des gens à Bercy qui nous pondent des nouveaux... ils utilisent très bien les feuilles Excel, ils changent un petit peu les critères, ils changent les seuils, et du coup, ça nous fait baisser les dotations. Au mieux, ça nous les stabilise, mais stabiliser une DGF dans un monde où l'inflation est 3, 4, 5%, c'est une baisse réelle de la DGF, de toute façon, dans un monde où on subit l'inflation. Mais de toute façon, même si elle était stable, ça serait déjà bien. Elle n'est pas stable, elle baisse légèrement. Alors oui, c'est peut-être que 20 ou 30 000 euros, c'est pas 400 000 euros d'un coup, mais enfin, 30 000 euros x 6 ans, c'est quand même 200 000 euros de perdus. Donc il y a un certain nombre de c'est pareil, sur la taxe d'habitation, on s'est aperçu cette année que la compensation n'était pas à l'euro près. Alors on a appelé la DGFiP, on a passé 3 semaines à comprendre. Je crois que même eux, le niveau local, ils ne savaient pas tout. Donc la compensation à l'euro près, elle n'est pas tout à fait là en fait. Donc je vous le dis, c'est 30 000 par-ci, 20 000 par-là. Et quand on additionne toutes les lignes où il nous manque un peu 20 000 euros, ça fait beaucoup d'argent à la fin. Et puis nous, on a la responsabilité de construire une école. Voilà, je ne sais pas ce que vous l'auriez fait ou pas fait, si vous vu les contraintes financières. Nous, on fait le choix délibéré de refaire une école pour l'avenir de nos enfants. C'est un choix qu'on assume. Madame Thiers, allez-y. Monsieur le maire, je pense que toutes et tous autour de la table, nous voulons ces écoles. Donc, vous ne seriez pas passé, on serait passé, l'école aurait été faite. Merci, Madame Thiers. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres choses que vous voulez voir sur ce drop? Non. Je vous propose de le voter, parce que ça se vote à Robe. Donc, qui est contre? Alors, ce qu'on vote, on ne vote pas le Robe, on vote le fait que le débat a bien eu lieu. Donc, on vous demande d'approuver le fait que le débat n'a pas eu lieu. Si vous pensez que le débat n'a pas eu lieu, on continue à parler, et vous pourrez voter de façon positive. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, à l'unanimité, on constate que dans le débat s'est bien tenu. Vous aurez l'occasion, concernant le budget, voter contre, ça sera effectivement la position politique contre les actes de la municipalité.
La délibération numéro 2, ça concerne l'autorisation de signature pour une convention internationale des attributions de logements sociaux, justement, de TPM. Ça va être pris par Valérie Yallan. La question aurait dû être prise par Magali Vincent, mais elle est absente aujourd'hui. Voilà, elle est excusée. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, après avoir prescrit son 3e programme local de l'habitat en mai dernier, la métropole TPM se dote donc d'une convention intercommunale d'attribution en matière de logements sociaux d'une durée de 6 ans. En effet, le nouveau cadre réglementaire visant la mise en œuvre de la politique d'attribution de logement social s'inscrit au sein d'une conférence intercommunale du logement pour les intercommunalités compétentes en matière d'habitat et dotée d'un programme local de l'habitat exécutoire ou en cours d'élaboration, comme c'est le cas pour la métropole. Cette CIA a pour finalité la mixité sociale, mais aussi l'équilibre territorial, et implique donc la mise en œuvre d'une stratégie locale de hiérarchisation des demandeurs dans le cadre de la loi ALUR de 2014 et de la loi Égalité et citoyenne de 2017. Il vous est donc demandé d'autoriser Monsieur le maire du Pradet à signer la convention intercommunale d'attribution qui est jointe et les différents documents contractuels afférents, et aussi de prendre tout acte permettant l'application de cette convention. Je vous remercie. Merci pour cette présentation. Avez-vous des questions? Monsieur Pézry. Oui, merci Mme Yallan pour votre présentation. Personnellement, je ne vois pas l'utilité de ce groupement. Sauf erreur de ma part, c'est ce qui se faisait jusqu'à aujourd'hui, dans le sens où chaque commune proposait des demandeurs de logement. C'était examiné entre le préfet et les bailleurs, ainsi de suite. Mais ce groupement, ces délibérations, on va dire l'intérêt du mot qui est important, c'est la mixité sociale, donc je trouve que c'est important, mais je ne vois pas ce que ça rajoute de plus par rapport à ce qui se faisait avant, sachant qu'en face, l'offre de logement n'existera pas, du moins à la hauteur des demandes. Là aujourd'hui, vous allez avoir, si j'ai bien compris, mais je répète, vous allez avoir des demandes qui existent aujourd'hui. Alors il y en a 1000, il y en a 2000, il y en a 3000, je ne sais pas combien il y en a au niveau de la métropole. Vous allez hiérarchiser ces demandes sur des mutations, sur des demandes de logement. Et en face, vous allez avoir une simili-réponse, voire une non-réponse, parce que les offres de logement ne seront pas à hauteur des logements. C'est ce que j'ai compris là-dedans, parce qu'en aucun cas, il n'est évoqué dans cette délibération et dans le document qui est associé le principe de construction, le principe de programmation de logement. Il est uniquement évoqué le fait de prendre en compte le côté difficulté des ménages, monoparentaux, ainsi de suite. Voilà. Donc, j'ai du mal à comprendre la forte plus-value que cela pourrait amener par rapport au manque de logement en réponse aujourd'hui, par rapport à ça. Mais je me trompe peut-être. Alors, tout d'abord, pour vous répondre, c'est une obligation légale. Quand on est en métropole, on n'y coupe pas, on est obligé de le faire. Je suis d'accord avec vous. Ensuite, il s'agit en fait d'harmoniser les pratiques et les critères entre à la fois les différents bailleurs et l'ensemble des acteurs du territoire. Et de mettre des critères qui appliquent à la fois la loi, donc par exemple les 25% de publics dits prioritaires qui appartiennent aux quartiers les plus faibles, mais aussi d'y ajouter quelques critères propres au territoire. Donc, il y a eu, par exemple, une remarque faite de la part de Madame Vincent concernant les personnes âgées isolées sur le territoire du Pradet. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on a essayé de prendre en compte, tout en respectant, bien sûr, les contraintes de la loi. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 3, ça concerne l'inscription... Ah, bon, ok, on va le refaire. Délibération numéro 2, donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Et ben voilà. Délibération numéro 3, délibération 2, adoptée donc. Délibération numéro 3, ça concerne l'inscription de la commune du Pradet sur la liste des communes concernées par le recul du trait de côte et loi climat. Toujours Valérie Yallan. Donc la loi climat et résilience du 22 août 2021 introduit une évolution de la gestion de l'érosion côtière tournée vers le réaménagement du littoral avec l'intégration du recul du trait de côte dans la planification de l'urbanisme.
Il s'agit de ne plus lutter contre l'influence de la mer, mais de vivre avec elle et d'accepter la mobilité naturelle du trait de côte, renoncer à lui opposer systématiquement des ouvrages de défense contre la mer destinés à le fixer et au contraire s'appuyer sur les services rendus par les écosystèmes et chercher des solutions à l'échelle des processus naturels mis en jeu. La loi climat et résilience vise à inciter les territoires littoraux à adapter leur politique d'aménagement à la mobilité du trait de côte et à l'érosion accélérée par les changements climatiques. L'article 239 prévoit en particulier l'établissement par décret d'une liste des communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral. Les communes ainsi identifiées devront réaliser dans leur plan local d'urbanisme ou document en tenant lieu une cartographie d'évolution du trait de côte à court, donc 0-30 ans, et long, 30-100 ans terme. Cette cartographie constituera le socle des nouvelles mesures visant les biens existants dans les zones exposées au recul du trait de côte et les constructions autorisées dans la zone exposée à long terme. La loi dispose que l'établissement de la cartographie communale revient à l'EPCI si ce dernier est compétent en matière de PLU. La procédure d'évolution du document d'urbanisme devra être engagée au plus tard 1 an après la publication du décret. À compter de l'engagement de cette procédure, les communes disposeront d'un délai de 3 ans pour finaliser le processus d'évolution du document d'urbanisme ou, si ce n'est pas le cas, pour adopter une carte de préfiguration des zones applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du document d'urbanisme intégrant cette zone. Donc, cette carte de préfiguration permet de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant les travaux, des constructions ou des installations situées dans les zones préfigurées et qui sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur document d'urbanisme. Il faut savoir que la commune du Pradet a été identifiée pour figurer sur la liste des communes concernées par le recul du trait de côte et a reçu par courrier le 9 décembre par le préfet. Donc elle a été invitée à émettre un avis à cet égard. Il vous est donc demandé d'émettre un avis favorable quant à l'inscription de la commune sur la liste susvisée qui identifie les communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes entraînant l'érosion du littoral. Merci pour cette présentation. Avez-vous des questions ? Madame Thiard. Juste une question. Pourquoi simplement 9 ans sur la liste ? Pourquoi 9 ans ? 9 ans, en fait, faut demander à la préfecture, parce que c'est la loi. Voilà. C'est la loi, c'est la durée inscrite dans la loi. Merci. Je vous en prie. On va passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 4. Ça correspond à la création d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Monsieur Plane. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames, Messieurs les élus, bonjour. Donc, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est une instance de concertation locale autour de laquelle doivent se mobiliser les institutions et organismes publics et privés concernés par la lutte contre l'insécurité et la prévention de la délinquance. Il constitue le cadre de l'organisation des collaborations et coopérations effectives des différents acteurs de l'État et des collectivités, ceux également des services des secteurs économiques ou encore du secteur social qui contribuent à développer des actions de prévention par la culture, le loisir ou le sport. Ce Conseil doit favoriser l'échange d'informations entre les acteurs, la prise en compte des attentes de la population et de l'aide aux victimes. Il dresse le constat des actions de prévention existantes, définit des objectifs et des programmes d'action coordonnés dont il suit l'exécution. Ce conseil est présidé par le maire ou son représentant, le préfet, le procureur de la République et le président du conseil départemental ou leur représentant
et ils en sont membres de droit. Dans sa configuration plénière, il comprend en outre des représentants des services de l'État désignés par le préfet, l'éducation nationale, la police, la protection judiciaire de la jeunesse et les services pénitentiaires, des représentants également d'associations, d'établissements ou d'organismes œuvrant dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement et des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignées par le président du Conseil après accord des responsables des organismes dont il relève, des élus municipaux dont les délégations sont en lien avec les thématiques sociales de la jeunesse et de la sécurité, des personnes qualifiées, responsables et représentants des services de la commune désignés par le maire. Le Conseil, dont la composition précise est fixée par arrêté du maire, se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an et de droit à la demande du préfet ou de la majorité des membres. Il se réunit dans sa configuration restreinte également, autant que besoin, ou à la demande du préfet dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Des groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique peuvent être créés par le Conseil. Il s'agit à ce moment-là d'instances réunissant des praticiens sur les problématiques concrètes de proximité. Vu la loi du 25 mai 2021 du Code de la sécurité intérieure qui prévoit que dans les communes de plus de 5000 habitants, le maire préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Vu le courrier de Monsieur le Préfet en date du 3 novembre 2021 demandant aux communes de mettre en place ce conseil, considérant les enjeux de sécurité et prévention de la délinquance sur les territoires, considérant l'importance d'une concertation locale avec les différents acteurs et organismes locaux visant à mettre en place une stratégie adaptée, il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la création d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et d'autoriser Monsieur le maire à engager les démarches nécessaires à la mise en place d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et à signer tous les documents afférents à cette création et à la nomination de ses membres. Merci pour sa présentation. Avez-vous des questions, Monsieur Cabrera? Monsieur le maire, vous annonciez la création du CLSPD. Notre mémoire collective nous rappelle qu'un tel conseil existe déjà. Vous m'écoutez, monsieur le maire, ou vous faites autre chose? Je vous écoute toujours, Monsieur Cabrera, avec beaucoup d'attention. Ok. Je me permettais de relire la délibération. D'accord. Il a été créé par la municipalité sous le mandat de monsieur Claude Mésangrois et installé officiellement en 2011 en présence du représentant du préfet, du représentant du procureur de la République, du représentant du conseil départemental qui était représenté par M. Touati et accompagné de Mme Rizot, du représentant de la direction départementale jeunesse et sport, du représentant de l'inspection d'académie, du commandant de police de la garde, des élus de la commune, du DGS qui était à l'époque M. Gabanini et de sa chef de service, Mme Claudine Richard. À cette occasion, il a été acté la nomination comme correspondante de cette instance, Mme Elsa Machado, actuellement chef de service en mairie du Pradais. Ce n'est donc pas juste ni correct de vous approprier cette initiative. Au nom de mon groupe, je vous demande, qu'avez-vous fait de manière positive et constructive en direction des jeunes du Pradais, à part la suppression de l'espace jeunesse, qui était pourtant un lieu de regroupement, de rencontres et d'échanges. C'était pourtant un bon outil d'observation et de prévention de la délinquance. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le maire. Monsieur Cabrera, vous avez remarqué, j'imagine, que la police municipale se professionnalise. Et il est bien évident que si ce Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
n'était pas tombé aux oubliettes du fait que tous les ans, si éventuellement il n'est pas réuni, il devient caduc. Forcément, nous nous voilà donc obligés de recréer ce Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il est vrai que vous avez essayé, certainement à votre époque, de le mettre en place. Je ne vous dis pas le contraire. Seulement, effectivement, il fallait chaque année faire une réunion et que cette réunion, de toute façon, soit inscrite et établie. Je n'en ai pas de traces. Mais pendant 6 ans de votre mandat, vous n'avez pas eu l'occasion de faire une réunion par an ou par trimestre ou par... Voilà. Mais, M. Cabrera, en 2007, c'était bien votre équipe qui était... Je vous ai parlé de 2011, monsieur. Alors, attendez, Monsieur Cabrera. Alors, on va vous rappeler les règles de fonctionnement du conseil municipal. Du calme, de la correction. On laisse finir les gens, on laisse parler les gens, on vous laisse chacun vous exprimer. Laissez Monsieur Plane finir, vous dire ce qu'il a à vous dire. Et après, si vous voulez vous énerver, vous énervez. Mais attendez un peu avant de vous énerver. Je n'énerve pas, monsieur Tassinos. Tant mieux. Alors, 2 choses, M. Cabrera. Soit, étant donné que la loi date du 5 mars 2007, vous n'avez pas, en fait, exécuté cette loi à l'époque, je veux bien l'admettre. Soit, à ce moment-là, de toute façon, il faut que vous me donniez des explications cohérentes. Je ne vois pas pourquoi, à partir de 2007, c'était quand même bien vous qui étiez aux affaires, de mémoire, il n'y a rien eu de fait à cette période-là. Monsieur Plane, vous me parlez de 2007. En 2007, j'étais encore employé et chef de service de la police municipale du Pradé jusqu'en juin 2012. J'ai pris ma retraite au 1er septembre 2012. Vous étiez donc bien concerné à premier titre, puisque vous étiez quand même le reste... Laissez-moi finir de parler, Monsieur Cabrera. Bon, Monsieur Cabrera... Ne vous inquiétez pas, je vous laisserai parler tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Je suis quelqu'un de dialogue, il n'y a pas de problème là-dessus. Je veux dire par là, vous avez quand même, à l'époque, en 2007, vous venez de me le dire, vous étiez chef de la police municipale. Si ce n'est pas le chef de la police municipale qui doit quand même porter ce conseil, je ne vais pas aller chercher un élu particulier de l'époque, puisque de toute façon, de mémoire, c'était les maires qui s'en occupaient à l'époque, et il n'y a pas de problème. Si le chef de la police municipale de l'époque avait quand même précisé aux élus qu'en 2007, il y avait lieu de créer ce conseil et de le réactiver tous les ans, ça aurait été fait, il n'y a pas de doute. Pourquoi c'est tombé dans les oubliettes, d'après vous? Monsieur Plane, à l'époque, j'étais chef de service police municipale, mais je n'étais pas le correspondant du CLSPD. C'était Madame Elsa Bachado. Bon, on va arrêter de parler des fonctionnaires qui sont encore en poste. Ça, je pense que si on peut éviter, c'est pas plus mal. Monsieur Pézri, allez-y. Oui, donc étant aussi un homme de dialogue, je vais répondre à M. Plane. Donc il est vrai que la loi date de 2007, mais la création du CLSPD au Pradé a eu lieu en 2011. Il y a eu une réunion plénière qui a eu lieu en 2012-2013. Donc ces réunions ont eu lieu. Là, je ne voulais pas citer d'élus, c'était M. Durand qui était chargé de ce CLSPD, puisqu'il était à la jeunesse. Vous prévoyez aujourd'hui de mettre des élus municipaux qui sont directement impliqués là-dedans, dont M. Durand à l'époque étant à la jeunesse, c'est lui qui était en charge de ce CLSPD. Donc depuis 2014, m'excuserez, je ne remonte pas à des dates de Mathusalem qui sont de 2007, mais depuis 2011 il était créé, depuis 2014 c'est vous qui étiez en mairie, donc il n'a pas été réactivé de la même façon par vous que ce que vous essayez d'expliquer depuis 2007. Puisque ce n'était pas créé en 2007, donc ça ne pouvait pas être réactivé en 2007. Monsieur Armand Cabrera est parti en 2012, il n'était pas en responsabilité de cette affaire-là, c'était d'autres personnes, dont une personne qui était responsable de service. Voilà, donc on ne va pas jouer sur les mots. Depuis 2014, ce CLSPD n'a pas fonctionné. Vous l'activez, vous le réactivez, vous le créez, on va jouer sur les mots. Vous marquez quand même que là-dedans, c'est pour lutter contre la délinquance. C'est bien ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous estimez que ce CLSPD qui n'a pas fonctionné depuis 6 ans, 7 ans, est nécessaire par rapport à la situation du Pradé. C'est ce que j'en traduis, mais je suis un homme de dialogue, donc je vous écoute.
De toute façon, je pense qu'on ne va pas refaire l'histoire. Ah, il y a Mme Thiers qui a pris la parole, je vais laisser. On ne va pas refaire l'histoire de ce qui s'est passé. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on prenne une délibération. Moi, je salue le travail qui a été fait par M. Plane, Jean-François Plane, pendant le premier mandat et qui continue à le faire dans le deuxième mandat, qui a vu s'équiper la police municipale tant en termes de matériel, de véhicules, que de nouveaux locaux qui sont totalement sécurisés. On a beaucoup investi pour le confort des agents afin qu'ils travaillent. On a investi pour leur confort, oui, mais surtout pour qu'ils rendent encore un meilleur service à la population. Moi, j'ai beaucoup de retours de la population qui dit qu'on a une police municipale qui est extrêmement présente. On a aussi mis en place de la vidéoprotection pour mieux protéger la population. Voilà, on est dans cette logique. On a fait un gros effort sur le premier mandat, on continue. Et on continue notamment en lançant, appelez ça comme vous voulez, ce conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Madame Thiard, je vous écoute. Merci, monsieur le maire. Juste, ça n'est pas une création, effectivement. Pourquoi ne pas mettre simplement réouverture? Et au moins, ça clôt le débat. Voilà, je pense surtout qu'on va clore le débat. On passe en vote. Donc, libre à vous de voter contre, de vous abstenir ou de voter pour. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Donc, cette délibération numéro 4 est adoptée. Et donc, nous allons créer un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Et je m'arrête là. Délibération numéro 5, Jean-Claude Vega, ça concerne l'effacement des taxes sur les façades relevant du domaine privé. Bonjour, merci. Cette note donc qui parle de l'enlèvement des graffitis, des tags ou autres inscriptions sur les bâtiments a été faite. Il y a beaucoup de demandes qui sont faites pour cette note-là. Je vous fais grâce plutôt de tous les textes qui ont été nécessaires et consultés pour écrire cette note. Je vais vous parler des considérations qui sont nombreuses. La première, que les façades des immeubles visibles depuis les voies ouvertes à la circulation ainsi que les objets immeubles par destination qui y sont situés doivent être dans un état de propreté irréprochable. On considère aussi que la multiplication des tags et graffitis et autres inscriptions constitue une nuisance esthétique grave qui contribue au sentiment d'insécurité des habitants et qui nuit à l'image de notre commune qui est reconnue depuis quelques années déjà station classée de tourisme. On considère aussi en outre que certains graffitis ou inscriptions à caractère discriminatoire constituent une menace pour l'ordre public. Et enfin, qu'il convient en conséquence de faire procéder à la remise en état des immeubles afin d'éviter tout phénomène de prolifération de tags, graffitis ou autres inscriptions. Il est donc proposé au Conseil municipal d'adopter les articles suivants et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre. Quelques articles. Donc l'article 1er, la commune met en place un service gratuit destiné à l'élimination des graffitis, tags et autres inscriptions à destination des propriétaires et syndicats de copropriétaires, sous réserve que l'inscription située sur le support à nettoyer occasionne une gêne esthétique qui soit visible depuis une voie ouverte à la circulation. L'intervention ne constitue en aucun cas une opération de ravalement de façade. Le deuxième article dit que les propriétaires ou syndicats des copropriétaires d'immeubles qui sollicitent ce service devront préalablement se soumettre à 2 obligations. La première, c'est de déposer plainte auprès du commissariat de police national et faire une demande d'intervention adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur le maire. L'article 3 dit que la commune, lors d'une visite, opérera toute constatation sur le support souillé et vérifiera que les conditions pour effectuer l'intervention sont remplies, à savoir que le tag, graffiti ou autre inscription occasionne une gêne esthétique et est visible depuis la voie publique, que le tag, graffiti ou autre inscription ne se situe pas à une hauteur de plus de 2,50 m par rapport au sol, que le tag, graffiti ou autre inscription peut être enlevé sans suggestion technique particulière, que le support sur lequel est adossé le tag, graffiti ou autre inscription est accessible aux agents de ces services ou aux préposés prestataires de la commune en charge de l'intervention. Pour l'article 4, si l'intervention s'avère possible, il est proposé au propriétaire de signer une convention qui vous a été distribuée ou en tout cas
qui a été annexé à cette note. L'article 5, après la signature du formulaire par le propriétaire ou le syndicat de propriétaires, la commune du Pradet procède à l'enlèvement des inscriptions, tags ou autres graffitis. L'article 6. L'intervention ne comprend que les opérations strictement nécessaires à l'effacement du tag ou graffiti. Elle ne constitue en aucun cas une opération de ravalement de façade. De même, suivant la surface du tag à effacer, la commune est la seule compétente à juger de sa capacité à intervenir et se réserve le droit de ne pas assurer l'opération de nettoyage. Ces travaux d'enlèvement de tags, graffitis ou autres inscriptions ne sont soumis à aucune obligation de résultat. Le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires d'immeubles ne pourra nullement se prévaloir de l'absence d'un quelconque résultat escompté par lui. Le mode d'enlèvement et les produits utilisés sont choisis en fonction de la nature du support souillé sous le contrôle de la commune. Après vérification sur place de la nature de l'intervention à mener, la commune se réserve le droit de refuser son concours sur certains supports. Et enfin l'article 7, lorsqu'il est fait constat de la présence de tags, graffitis ou autres inscriptions à caractère raciste ou injurieux sur les murs d'enceinte d'un immeuble, la commune se réserve le droit de procéder à leur élimination d'office. Dans ce cas, le propriétaire ne pourra prétendre à une quelconque indemnisation en cas de dégradation subie pendant la prestation. Voilà tous ces articles et vous avez, je ne vais pas la lire, mais vous avez reçu aussi la convention qui doit être signée à chaque fois que on demandera cette action-là. Merci pour cette présentation exhaustive. Je propose, s'il n'y a pas de questions, il y a une question, M. Pézeri, nous passerons au vote ensuite. Donc, merci, M. Végard, pour cette présentation. Alors, le vote sera pour, n'ayez aucun doute là-dessus. Par contre, je trouve qu'il y a une ambiguïté sur les propos qui sont utilisés. Parce qu'à un moment donné, vous parlez de visible de la... Ah oui, mais si je vous embête, dites-moi-le, mais vous soufflez. À un moment donné, vous dites visible de la voie de circulation. Après, vous parlez de voie publique. Et dans votre convention, vous parlez de bordant le domaine public. Et je pense que c'est plutôt cette appellation qu'il faut prendre, bordant le domaine public, parce que vous avez une propriété qui fait quelques hectares, vous avez une maison qui est tout à fait en haut du chemin et vous l'abordez par une voie qui est ouverte à circulation. Les graffitis sont sur la maison. Je n'imagine pas que vous alliez nettoyer les graffitis qui sont à 200-300 mètres de la voie publique. Donc je pense que le terme employé, et ce qui est employé dans bon nombre de délibérations par ailleurs, c'est bordant le domaine public. Et comme ça permet de solutionner toutes les ambiguïtés. Merci de votre explication. De toute façon, c'est une convention qu'on sera amené à signer. Donc, bien sûr que s'il y a des cas de figure dans lesquels on pense qu'il ne faudra pas signer la convention, on ne la signera pas. On sera bien sûr protecteur des deniers publics de la commune. On ne va pas se mettre à effacer des taxes s'ils ne représentent pas un intérêt pour la commune. Je vous propose de passer au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 6, Cécile Gomez. Ça concerne une diététicienne pour l'aide à la préparation des menus. Monsieur Cabrera, question sur la numéro 5 du coup? Non, puisqu'on parlait des tags tout à l'heure. Puisqu'on parlait des tags sur la question 5, sur la façade arrière de l'espace des arts, il y a des tags. Pouvez-vous me dire si la commune a porté plainte? Et au cours de votre premier mandat, vous avez installé des vidéosurveillances et une caméra a été installée derrière. Est-ce que cette caméra fonctionne? Alors, toutes les caméras fonctionnent. Elles fonctionnent d'ailleurs bien. Les plaintes sont systématiquement déposées. Je vous propose donc de passer à la délibération numéro 6, diététicienne, Madame Gomez. Oui, alors concernant la restauration scolaire, je voudrais d'abord réaffirmer notre volonté de conserver la restauration scolaire en cuisine traditionnelle, élaborée par nos agents municipaux sur place à l'école Sandro. Vous savez sûrement que beaucoup d'autres communes ont fait le choix d'externaliser cette prestation, mais nous, notre priorité, c'est la qualité des repas qu'on sert aux enfants de la commune. Pour améliorer encore la qualité de ces repas, nous souhaitons mettre en place la vacation d'une diététicienne pour aider à l'élaboration de repas avec davantage de produits bio, davantage de produits locaux, davantage de produits à haute valeur environnementale.
Voilà, et tout ceci donc, va être mis en place sans augmenter le prix des tarifs à la cantine. Je vous rappelle aussi qu'on n'a pas augmenté depuis plusieurs années les tarifs du périscolaire, de la cantine, du centre aéré. Voilà, c'est à l'échelle de la commune aussi notre effort pour le pouvoir d'achat, préserver le pouvoir d'achat des pradétans. Voilà. Merci. Merci pour cette présentation. Pas de questions. Monsieur Pézri, allez-y. Alors je vous avoue, j'ai du mal à m'y retrouver, parce que depuis le mois de septembre 2020, il a été donc soumis au conseil municipal 3 délibérations, si je ne me trompe pas, et j'ai du mal à me retrouver sur le nombre d'heures, sur les personnes qui sont impliquées là-dedans. Donc la première délibération, c'était 56 € bruts, 1 heure par semaine, pour la mise en place de menus équilibrés. Aujourd'hui, on est à 2 heures par mois, si je ne me trompe pas. C'est ce qui est marqué dans la délibération d'aujourd'hui. Ensuite, il y avait un accompagnement donc, de 56 € bruts sur 30 heures maximum pour les appels d'offres et cahiers des charges. Donc, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est une continuité de service? Deuxièmement, je voudrais rappeler à Mme Gomez que je pense que les municipalités précédentes avaient la même volonté que vous de préserver la cantine centrale sur le Pradet, puisque lors de la création du cirque, nous n'avons pas adhéré à ce genre de service. Par contre, la LSH et la crèche aujourd'hui, sauf erreur de ma part, sont desservis par le cirque, alors que par le passé, ils étaient desservis par la cantine centrale. Je vous remercie. Oui, donc tout à fait, c'est la même personne donc, qui a fait des vacations et pour, au départ, faire un diagnostic sur l'élaboration des menus et commencer à les améliorer. Ensuite, il y a eu la loi Egalim. Donc, il y a eu de nouvelles vacations pour l'élaboration de nouveaux marchés. Voilà. Et donc là, c'est le suivi. Donc, nous avons besoin d'elle encore quelques heures jusqu'au mois de juin pour élaborer les menus avec la responsable des cantines. Voilà, par rapport à tous les nouveaux produits, les nouvelles normes, les nouvelles demandes de la loi Egalim et notre volonté d'améliorer encore et d'avoir davantage, surtout, de produits bio et locaux. Voilà, merci pour ces réponses. Pas d'autres questions. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 7, ça concerne le renouvellement des représentants de la commune au conseil d'administration. On ne change pas, toujours les mêmes titulaires. Monsieur Christian Garnier et moi-même pour représenter la commune du Pradet et siéger au conseil d'administration du Parc national, du conseil d'administration de l'établissement public du Parc national de Porquerolles. Les suppléantes seront pour moi Madame Valérie Rigalan et pour Monsieur Garnier, Monsieur Jean-Marc Illich. Monsieur Pézri, allez-y. Oui, juste une petite question. Il est indiqué dans la délibération que le conseil d'administration de cet établissement public prend fin le 8 février 2022. Donc, oui. N'ayant pas retrouvé les statuts du Parc national de Porquerolles, de ce conseil d'administration, la durée de vie du conseil d'administration est de combien? Je ne sais pas, il faudrait que je regarde les statuts. J'imagine que c'est 99 ans, mais je ne sais pas. Non, mais justement, parce que comme vous dites, prendre fin le 8 février, ça veut dire qu'il y a, en tout cas, ce que je peux dire, qui s'est produit il y a quelques années, peut-être pas 90 ans, mais peut-être que voilà, ça serait intéressant qu'on ait les statuts parce que je n'ai pas réussi à les trouver. D'accord, écoutez, je rechercherai l'information et je vous la donnerai dès que je l'aurai. Merci. En tout cas, on renouvelle les instances pour pouvoir continuer à siéger. Oui, donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 8, ça concerne la désignation du directeur de la régie autonome du port des Ourcinières suite à la démission de l'actuelle directrice, Cécile Gomez. Oui, donc effectivement, le poste de directrice de la régie du port des Ourcinières est vacant à la date d'aujourd'hui, donc 31 janvier 2022, suite à la démission de l'ancienne directrice de la régie du port. Il est donc nécessaire de désigner une nouvelle directrice. Nous proposons la candidature de Madame Gwendoline Voisin en qualité de directrice de la régie du port des Ourcinières. Voilà, elle occupera ses fonctions à temps partiel dans le cadre d'un cumul d'activités à raison d'environ 2 heures par semaine. Merci pour cette présentation. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. On en a fini avec l'ensemble des délibérations qui étaient inscrites à l'ordre du jour. Vous avez dû prendre connaissance des décisions en communication. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir assisté à cette séance du conseil municipal. Je vous donne donc rendez-vous au prochain conseil municipal qui devrait se tenir en mars. Je pense qu'on n'a pas encore arrêté la date. Est-ce qu'on a arrêté la date?
Non. Donc on vous tiendra au courant le plus rapidement possible de la date qui a été retenue pour le prochain conseil municipal. Madame Thiard, vous souhaitiez prendre la parole? Oui, merci. En fait, ce qui serait bien, vous l'avez annoncé à l'instant, c'est qu'on puisse avoir un calendrier sur l'année pour les conseils municipaux. Parce que être prévenu une semaine, ça fait trop court pour les personnes qui bossent, comme toutes et tous. Donc ça serait bien d'avoir un calendrier. Merci. C'est ce que je viens de dire, effectivement. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée à tout le monde. Merci de votre présence. Je déclare cette séance du conseil municipal close et rendez-vous à très bientôt. Donc.